Il y a quelque chose dans l'air. Bon, merci à tous. Merci de votre présence. Merci à Claudine Vivarès, donc la maire de Fressines, pour son accueil. Soyez les bienvenus dans cette belle et grande salle de Fressines, qui est toujours assez grande pour nous accueillir. En plein cœur du Ségala, le quorum est atteint et je me tourne vers les services qui me le confirment. Donc je vous propose de démarrer cette séance par la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Une, si possible, et je proposerai donc justement la candidature de Claudine Vivarès, si elle est d'accord. Elle est d'accord. Donc on va peut-être faire un vote électronique pour essayer le matériel. Contrairement à l'accoutumée. Voilà, le scrutin est ouvert. Est-ce que tout le monde a voté? Est-ce que tout le monde a voté? Pas encore tout à fait. Encore un petit effort. Ça a l'air de s'arrêter. C'est bon. Le scrutin est clos. D'accord. Ok. Donc je vous remercie et Claudine, donc, vous serez secrétaire de séance. Dans le sens et avec l'envie de sensibiliser les habitants qui sont toujours les premiers ambassadeurs du territoire. Donc je pense que les services payants qui ont été modifiés et qui aujourd'hui permettent à plus de professionnels d'être visibles. Et puis enfin la révision de la politique d'achat en boutique aussi. Pas mal d'actions impulsées, une prise en main qui est intéressante et qui va orienter. Bien sûr aussi avec la crise sanitaire qui va nous imposer de changer un certain nombre de choses, un certain nombre de cibles aussi, un certain nombre de... en permanence. C'est ce que nous allons essayer de faire. Alors je vais peut-être donner la parole à Antoine, je le cherche, il est là-bas. Peut-être Antoine Bécaud, si tu veux dire quelques mots avant qu'on puisse passer. D'être candidat à ces fonctions sur le tourisme il y a déjà quelques mois, et de nous permettre ce soir de nous exprimer donc, avec notre nouvelle directrice, Camille Lachaise, sur le Haute-Vallée de la Dordogne. Je me dois quand même de faire un petit peu d'historique avant que Camille explique un petit peu ce que fait la structure. Faire part de ma reconnaissance pour le travail qui a été mené par certains hommes, donc Gilles Liébus, dans le secteur du tourisme, avec les différents acteurs de notre territoire. Car je crois que c'est ce qui nous anime tous dans cette assemblée, c'est de faire des richesses donc, de notre territoire une économie qui permette à tous, citoyens, acteurs du tourisme, élus, de bien vivre en vallée de la Dordogne. Je n'oublierai pas non plus donc, ma reconnaissance vers les élus corréziens et tous les Lotois qui n'a pas trempé ses pieds dans la Dordogne, admiré les châteaux qui l'abordent, arpenté les grottes, les gouffres, goûté les produits issus de la terre? Oui, je le dis, cette rivière est notre patrimoine commun.
Aujourd'hui, nous disposons d'une structure, d'un outil formidable pour promouvoir le tourisme, avec une équipe, je le dis souvent, très compétente et très professionnelle. Mais voilà, pour en arriver là, je reviens au départ, avant l'année 2011, ce sera très bref, hein, Raphaël. Donc les OT et les syndicats, avant 2011, c'était de toutes petites structures, souvent animées par des bénévoles, qui faisaient surtout de l'accueil et de l'animation. 2011, un tournant, c'est la création de l'Office Tourisme côté Lot pour une mutualisation de moyens et une mise en place, le début d'une nouvelle stratégie tourisme. Le territoire s'organise, 5 offices associatifs fusionnent, 56 communes pour 6 COMCOM. 2014, 6 offices fusionnent, 83 communes pour 8 COMCOM, une marque, et c'est important, voit le jour, la vallée de la Dordogne. Une marque qui s'affirme, un contrat de destination donc, est initié par notre OT et signé en juin 2015, et dans le même temps, se préparait, donc toujours en 2015, un mariage rapide entre le Lot et la Corrèze, et le mariage devient effectif au 1er janvier 2016. Les effectifs corréziens viennent de gonfler ceux du Lot, 5 offices donc, de tourisme pour 65 communes regroupées en 6 communautés côté Corrèze. L'OT devient donc interrégional, territoire grand comme une île de la Réunion, avec 141 communes, 11 bureaux ouverts en saison, un accueil mobile, 13 bornes donc tactiles. Je dirais pas ce que je pense des bornes, mais enfin elles ont le mérite d'y être. Le siège est à Rocamadour et l'équipe dirigeante a ses bureaux à Saint-Céré. Elle est composée de 28 salariés à l'année, plus 20 saisonniers en période donc estivale. Une organisation administrative aujourd'hui composée du PTR corrézien qui est regroupée sur 2 COMCOM, la COMCOM du Midi corrézien et la COMCOM de la Sainterie. Et de notre côté, Coval d'Or, qui sont regroupés donc sous l'Office du tourisme EPIC Vallée de la Dordogne. Notre comité de direction est composé d'un collège élu et d'un collège socio-professionnel, 15 élus lotois, côté Coval d'Or, 12 élus corréziens, côté PETR, 10 prestataires lotois, 10 prestataires corréziens, ce qui fait qu'on est majoritaire côté Coval d'Or. Donc les stratégies et missions de l'OT, c'est passer d'une logique de territoire à une logique de destination. On s'aperçoit aujourd'hui que, pour rappel, 73% des touristes mondiaux choisissent avant tout une destination. La marque fut le point fort comme réflexion sur l'organisation. Cette destination avec tous les atouts qui sont les siens, une vallée, une rivière, des paysages, du patrimoine, des portes d'entrée que sont Rocamadour, Padirac, Collonges, nos villages classés, et j'arrête là parce que la liste est trop longue. Donc, avec des acteurs locaux du tourisme très professionnels, un projet commun est sorti, faire venir, accueillir, écouter, éclairer, accompagner. C'est pourquoi la marque a beaucoup influencé la réflexion sur l'organisation. L'objectif entreprise, partager la marque et ses valeurs avec l'ensemble des acteurs. Faire des 3 pôles magnétiques, Rocamadour, Padirac, Collonges-la-Rouge, nos premiers ambassadeurs. Imaginer étonnant voyage pour les visiteurs, avec des opérations de communication très performantes. Donc, parmi les missions régaliennes de l'OT, toujours les mêmes, hein, informer, accueillir, ça on sait le faire, coordonner donc les socioprofessionnels et acteurs locaux, c'est déjà un peu plus compliqué, promouvoir et valoriser les atouts du territoire et des destinations, commercialiser la destination, je dirais que là c'est un enjeu majeur, développer le tourisme d'affaires et le tourisme événementiel. Voilà ce que fait en partie l'OT. Donc tout ceci financé, je dirais, par les 2 collectivités, Coval d'Or et PETR corrézien, qui prélèvent 8,85 € par habitant des 2 côtés, à part égale. On bénéficie aussi de la taxe de séjour, je crois que c'est autour de 800 000 €, plus les ventes en boutique, tout ceci pour un budget de 2 millions, 2,2 millions d'euros. Le tourisme de demain, je passerai brièvement parce que Camille vous le dira un peu plus en détail, c'est un tourisme face à... Elles ne sont pas attendues aujourd'hui, elles y travaillent déjà depuis de longs mois. Vous savez tous enfin que l'économie tourisme est très importante, avec de gros enjeux pour notre territoire, nos départements
et que nous devons tous travailler ensemble, élus, professionnels du tourisme, habitants, nos hôtels. Continuons à aller de l'avant en travaillant tous ensemble, c'est mon souhait, je dis, en tant que président de l'hôtel. Voilà. Je serai bref, puisque donc dans le détail, Camille va vous faire une synthèse, et ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait un petit peu d'échange. Merci, Président. Merci Antoine, merci pour cette présentation, et je passe la parole donc à Camille. Bonjour à tous. Donc Camille Lachaise, directrice de l'Office de tourisme depuis ce début d'année. J'ai pris la suite d'Yves Buisson. Fin d'été dernier. Donc après une période de transition, j'ai rejoint l'équipe au 1er janvier. Vu la stratégie qui est dans la continuité de ce qui pouvait se faire, mais avec bien sûr des orientations peut-être un petit peu nouvelles sur certains sujets. Donc déjà, vous parlez de la marque, puisque la marque Vallée de la Dordogne, vous l'avez vu, elle a été co-construite avec les habitants, avec les acteurs touristiques, les professionnels, avec les élus, avec bien sûr l'équipe de l'Office, une co-construction. Et bien sûr, notre souhait, c'est que tout le monde se retrouve derrière les valeurs qui sont véhiculées par la marque Vallée de la Dordogne et l'étonnant voyage. Donc le leitmotiv, c'est prendre le temps de se laisser le temps. Alors c'était avant la crise sanitaire, tout ça, c'était avant le slow tourisme, avant les tendances que l'on connaît aujourd'hui. Et finalement, voilà, un précurseur sur cette promesse de la marque de prendre le temps de se laisser le temps lorsqu'on est en Vallée de la Dordogne. Les piliers, les valeurs de la marque, c'est l'authenticité de nos villages, de notre patrimoine, des habitants, la convivialité, la liberté, la naturalité, tout ça c'est ce que l'on prône. Et on le dit souvent, l'idée ce n'est pas de devenir un territoire folklore, mais bien que ces valeurs, elles sont réelles, on y croit, notre équipe est surinvestie sur cette destination en Vallée de la Dordogne, et ce qu'on véhicule, c'est du vrai. L'autre leitmotiv, c'est la quête du bonheur dans l'attention portée au présent. Profiter d'un séjour en Vallée de la Dordogne, profiter de l'instant présent. Et finalement, ce que l'on propose, c'est l'inverse du quotidien, la grisaille parisienne, le soleil en Vallée de la Dordogne, le vert, les paysages, les grands espaces. Donc tout ça, ce sont les socles de ce qu'est la Vallée de la Dordogne et de l'image que l'on donne. Mais je le dis vraiment, on souhaite un ancrage territorial de cette marque parce que ce que l'on véhicule, c'est du vrai. La notoriété de la marque. Donc la notoriété de la marque, elle est large, elle est importante au niveau international, au niveau national, et on doit encore travailler l'ancrage local de la Vallée de la Dordogne. Donc pour cela, on a plusieurs actions. La diffusion et l'édition d'un magazine de destination, cette année édité à 175 000 exemplaires contre 145 000 les années précédentes, avec une diffusion sur des pôles urbains de proximité. Donc l'an passé, le magazine avait été diffusé autour de Bordeaux, cette année autour de Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand et un peu plus largement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis au-delà de la diffusion sur les pôles urbains de proximité, une diffusion en local. Parce qu'aujourd'hui, travailler sur l'ancrage local, pour nous, c'est important. Faire en sorte que chaque habitant de la destination soit un ambassadeur. Et Antoine Bécaud l'a dit, la Vallée de la Dordogne, c'est 141 communes, c'est grand comme l'île de la Réunion. Donc au sein même de notre destination, on a un potentiel de touristes ou d'excursionnistes qui est déjà important. Donc notre magazine de destination a été diffusé dans toutes les communes, les 141 communes de la Vallée de la Dordogne, sur les centres-bourgs. On n'a pas pu aller sur tous les hameaux, mais en tout cas dans les boîtes aux lettres des centres-bourgs. Et je vous invite à revenir vers nous si jamais il y avait eu un manque. Des agences de voyage, de la presse également, on en parlera tout à l'heure, et une promotion à l'international qui se fait avec nos partenaires institutionnels, peuvent être les CRT, les comités régionaux du tourisme, d'Occitanie, de Nouvelle-Aquitaine, les agences départementales du Lot et de la Corrèze. On nous dit souvent que c'est compliqué pour nous en Vallée de la Dordogne parce qu'on a 2 départements, 2 régions. Pour nous, c'est une véritable richesse parce qu'aujourd'hui, on s'ouvre sur 2 régions, 2 départements. C'est vraiment une richesse. Au niveau des relations presse,
Donc on a en interne une équipe qui est dédiée à la promotion, à la communication de la destination. On ne travaille pas avec des agences de communication savoir-faire sur la partie promotion, et notamment les relations presse avec un attaché de presse en interne. Ici, vous avez les données de 2020. On a réalisé 55 accueils de presse, plus de 100 articles, et ça représente plus de 2 millions d'euros en contre-valeur publicitaire, ce que nous aurions dû payer si nous avions demandé aux journalistes de venir sur le territoire. Donc c'est conséquent. Donc pour ça, il faut être très réactif, pouvoir s'adapter en permanence et répondre très vite aux attentes des journalistes. Et pour vous donner un exemple, sur 2021, donc à ce jour, on a déjà réalisé 22 accueils de presse pour des magazines ou pour la télé. Vous avez sûrement vu les Échappées Belles ou dernièrement d'autres supports. Donc c'est déjà important, 22 depuis le début de l'année, et encore bien d'autres à venir, à voir sur les écrans et autres. Sur les réseaux sociaux, mais beaucoup sur le web. Donc sur notre site web, aujourd'hui, vous avez plus de 5000 pages, certaines que vous voyez quand vous allez sur le site, parce que vous avez une arborescence et vous pouvez aller chercher les informations. Mais sur les 5000 pages, plus de la moitié ne sont pas présentes directement dans l'arborescence. Notre objectif est vraiment de répondre à toutes les requêtes des visiteurs. Vous les premiers, quand vous allez sur Internet aujourd'hui, que vous cherchez une information, vous allez taper dans Google ce qui vous intéresse. Quel est le tarif des grottes de la Cave, par exemple. Bien, nous, l'objectif, c'est de remonter directement dans Google, que la réponse soit directement donnée à l'internaute, et Google va chercher dans notre site web la réponse, ce qui nous permet d'avoir un très bon référencement. Et donc un site qui est très fréquenté, près d'1 800 000 sessions en 2020, c'est le site de destination touristique du Grand Sud-Ouest qui est le plus fréquenté. Près de 5 millions de pages vues. Donc on a un gros travail de création de contenu, de rédaction. Là aussi, on a une rédactrice et une intégratrice web qui travaillent en interne à l'office. Et ici, vous avez l'exemple d'une page qui a été créée cette année, 21 plages en vallée de la Dordogne, puisque c'est un petit peu l'axe fort de la communication 2021, un travail sur les plages où on vient se poser comme une alternative aux plages du littoral, en valorisant les plages de la vallée de la Dordogne, les plages qui sont au bord de rivières, mais aussi les plages des plans d'eau et des étangs, par exemple. Donc ce qui est intéressant, c'est que le site web va intéresser la presse va parler de nous sur leur support web, et donc tout ça va générer du trafic sur le site. C'est vraiment un cercle vertueux entre les relations presse et le web. Un autre point important, c'est la stratégie digitale. Donc on a 63 000 abonnés qui nous suivent sur notre page Facebook et 14 000 sur Instagram, avec bien sûr une forte progression sur Instagram. On a d'autres réseaux sociaux, mais je vous ai mis les principaux. Donc là, on travaille sur des campagnes de communication pour de la notoriété. Jusque-là, on travaillait uniquement sur de la notoriété. Et depuis cette année, l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'à de la conversion, de la transformation. Donc nos campagnes de communication débutent par une présentation de la destination, qui amène progressivement à s'y intéresser, et par un effet un peu d'entonnoir, on arrive jusqu'à une page de notre site web qui incite à la réservation. On travaille avec notre place de marché pour faire en sorte qu'on réserve directement sur notre site web. Donc je le disais tout à l'heure, on a dû stopper notre campagne de communication printemps du fait du confinement, bien sûr. Alors, on l'a ensuite réactivé, et là, ça y est, on ralentit, parce que finalement, les hébergements qui étaient dans le cadre de la campagne sont tous complets, donc on va avoir un effet de frustration, donc on va se repositionner sur d'autres sujets. Et on peut le faire parce que tout est fait en interne par notre équipe, et non pas externalisé. La marque Vallée de la Dordogne, c'est aussi un fort potentiel commercial. On se positionne vraiment comme un apporteur d'affaires pour les professionnels du tourisme, pas tant pour les retombées ou l'impact financier que cela peut avoir pour notre structure, même si ça reste important. Mais l'objectif est surtout d'être apporteur d'affaires pour les professionnels du tourisme. Donc à travers nos boutiques, nous avons 11 bureaux d'accueil sur la destination, et donc 11 boutiques dans lesquelles on valorise les producteurs du terroir, les artisans locaux. Et on a également toute une gamme de produits dérivés de la marque Vallée de la Dordogne. Donc cette année, on prend un virage, on le verra tout à l'heure, plus éthique, plus durable, sur des produits à minima réalisés en France dans des conditions plus RSE. Vous verrez qu'on est engagé dans un accompagnement RSE. On travaille sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale de la structure. Donc on change un petit peu les produits qu'on vendra en boutique.
Ça passe aussi par la billetterie. Donc on fait de la billetterie pour des sites de visite, des activités de loisirs, pour des manifestations. Ça permet d'offrir une visibilité aux organisateurs. Sur Coval-d'Or, sur la Corrèze, il n'y a pas de pays d'arrêt d'histoire, donc là, ce sont nos guides qui interviennent. C'est un véritable travail de partenariat. Donc le chiffre d'affaires qui est issu de ces activités commerciales, je vous ai mis 2019, qui est bien sûr plus... Nous, en direct, par nos guides, où on récupère 100% bien sûr de chiffre d'affaires, mais il faut bien se dire qu'on est un réel apporteur d'affaires pour les hébergeurs, pour les restaurateurs, les sites de visite, les prestataires de loisirs par exemple. Et en 2020, malgré le contexte très difficile, et notamment quasiment l'absence de clientèle groupe sur la destination, on observe malgré tout un chiffre d'affaires de 256 000 euros. 2021 risque d'être aussi compliqué. Mais ça reste une activité commerciale importante et ce qui nous permet aussi de nous autofinancer en partie et donc d'être une charge moins importante pour la collectivité. Au niveau de la vente en ligne, donc on propose une place de marché. Vous savez qu'aujourd'hui être en vente sur le web, pouvoir vendre ses prestations en ligne, c'est devenu incontournable. Donc on propose une place de marché pour les professionnels qui n'auraient pas leur propre système de réservation en ligne. On n'a pas du tout de part de marché là-dedans ou de commission. L'idée est vraiment de proposer un service aux professionnels, d'offrir une solution pour être visible et commercialiser ses produits en ligne. Donc contrairement à 2019 et 2020 du fait de la crise sanitaire, mais là où on a une progression, c'est justement sur la vente en ligne. Vous voyez qu'on a réalisé depuis notre plateforme de vente en ligne, simplement Booking, Airbnb, aux différents OTA, mais en tout cas une passerelle qui leur permet de ne pas perdre en chiffre d'affaires puisqu'on n'a aucune commission. Le développement économique, il passe aussi par notre soutien aux porteurs de projets, à la fois les porteurs de projets privés qui souhaiteraient s'installer ou développer de nouvelles activités sur la destination, mais aussi auprès des collectivités. Donc on le travaille notamment sur Coval-d'Or en partenariat avec Coval-d'Or Expansion, mais ça se travaille aussi avec le PETR Vallée de la Dordogne corrézienne qui n'a pas une structure de ce type. On collecte la taxe de séjour, nous avons 2 régies, l'une pour Coval-d'Or et l'une pour le PETR Vallée de la Dordogne corrézienne. La collecte de la taxe de séjour, vous avez les chiffres de 2019, c'est 887 000 euros de taxes qui ont été collectés, 619 000 sur la zone de Coval-d'Or, sachant que dans le Lot, il y a une taxe additionnelle, donc 10% qui revient au département du Lot. On anime un observatoire touristique et on suit en partenariat avec les équipes de Coval-d'Or les politiques régionales, donc notamment pour Coval-d'Or, Grand Site Occitanie, Rocamadour, Vallée de la Dordogne. Et en Nouvelle-Aquitaine, un dispositif qui est sensiblement identique, NOTE, Nouvelle Organisation Touristique des Territoires, qui permet d'avoir des leviers financiers sur certaines actions portées par l'OT ou portées par les collectivités ou les professionnels. La marque Vallée de la Dordogne, on la veut aussi engagée et avec des valeurs d'excellence qui sont portées par cette marque. Donc notre office de tourisme est classé en catégorie 1, donc c'est la première catégorie qui représente les offices qui sont les plus structurés et porteur d'une marque nationale qualité tourisme avec des engagements forts auprès de nos équipes, déjà nous en interne en termes de management d'équipe, mais aussi auprès de l'extérieur, donc des élus, des institutionnels, des partenaires, des professionnels et bien sûr des clientèles, avec notamment nos différents bureaux d'accueil qui sont les vitrines de la destination. Et on accompagne également les professionnels dans la qualification, la professionnalisation de leur offre, c'est-à-dire la montée en compétences ou l'évolution de leurs prestations. Et depuis quelques jours, nous avons obtenu l'agrément au classement des meublés de tourisme. On a souhaité s'engager dans ce dispositif courant mars,
on a vite accéléré les choses parce que c'était vraiment une demande, notamment des professionnels du tourisme lotois, puisqu'en Corrèze, on a un organisme institutionnel qui propose le classement des meublés de tourisme, mais ce n'était pas le cas dans le Lot. Donc on a accéléré les choses et on a réussi à avoir un audit rapide, sans écart, et donc on est aujourd'hui habilité à classer les meublés de tourisme, sachant que Gîtes de France le propose sur le côté lotois, donc bien sûr on ne vient pas se positionner en concurrence sur les Gîtes de France, mais plutôt sur les meublés qui ne seraient pas adhérents au label. Sur le volet durable également, donc en termes d'excellence de la marque, on s'engage sur un tourisme plus durable depuis plusieurs années, mais ça s'est vraiment accéléré l'été dernier. On ressent une surfréquentation sur certains sites, des sites qui parfois sont saturés. Donc on se doit de gérer au mieux les flux touristiques en partenariat avec la collectivité, et nous, dans nos communications, être agile pour faire en sorte que la saison soit la plus large possible et non pas concentrée sur 2 mois de l'année. Donc ça, c'est le travail que l'on mène. On s'est engagé dans une politique RSE, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Aujourd'hui, on a 11 bureaux d'accueil, on est 28 permanents, on monte à 50 personnes en période estivale avec nos saisonniers. Donc on a un impact sur le territoire qu'on doit travailler. Et une politique collective. Quand on s'est lancé sur cette démarche RSE, l'agence départementale du Lot et les offices de tourisme du Lot ont souhaité nous rejoindre. Et du coup, on mène une politique aussi collective sur l'accompagnement des professionnels du tourisme, pour aller sur des pratiques plus durables. Et vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de leviers financiers qui permettent d'aller en ce sens. Donc on accompagne là aussi sur la construction de dossiers de subvention, entre autres. L'offre d'itinérance, avec notamment la valorisation des itinéraires de randonnée, la création de parcours de géocaching Terra Ventura. C'est un dispositif qui est né en Nouvelle-Aquitaine et dont on profite sur l'ensemble de la destination avec des différentes caches, une sorte de chasse au trésor qui génère énormément de visites avec des touristes qui organisent leur séjour autour de ces parcours, ces chasses au trésor digitales. Donc en 2019, on a 51 000 joueurs qui sont venus sur la destination Vallée de la Dordogne, on a 17 caches. Davantage côté corrézien, puisque je vous l'ai dit, c'est un dispositif qui est né en ex-Limousin à l'époque. Et donc 5 caches sur Coval d'Or, la dernière ayant été créée à Soucérac. Et puis en dernier lieu, la Vallée de la Dordogne, une marque que l'on veut innovante, avec l'évolution de nos outils d'accueil. On est loin de l'ère où il fallait présenter l'exhaustivité de l'offre. Donc aujourd'hui, on se doit d'avoir un conseil personnalisé, de répondre vraiment aux attentes des visiteurs et surtout d'être présent sur tout le parcours client. Donc à partir du moment où on se renseigne, on prend une information en amont de son séjour. Une fois que l'on est en séjour, et pas uniquement à travers nos bureaux d'accueil, puisque vous le savez, les bureaux d'accueil des offices de tourisme sont de moins en moins fréquentés parce qu'on a des pratiques différentes, mais on va toucher beaucoup plus de clientèle qui sont moins fréquentées, mais vous voyez que sur une année normale, on accueille malgré tout 360 2020. L'idée, c'est de décliner les au sein de la cité de Rocamadour. L'idée, en fait, c'est d'avoir l'étonnant voyage, la vallée de la Dordogne et au PNR, par exemple, le département, les grands sites de proximité, qui soient valorisés via une scénographie. Et puis, sur le côté corrézien, il y a un bureau d'information touristique aussi qui est en projet sur Collonges-la-Rouge, un nouveau bureau. Donc, très. Seulement, tu aurais peut-être pu te présenter. Elle ne s'est pas présentée au départ. C'était quand même
Moi, je suis originaire d'Argentan, donc vallée de la Dordogne. En 2011, un office de tourisme donc l'Oraguet Tourisme, sur 3 départements, 2 régions avant que... donc cette structure, elle est née en 2011 à Anaïou. De cet office jusqu'en 2019. Avec un travail sur l'attractivité au-delà du tout. Et puis j'ai saisi l'opportunité de rejoindre mon territoire de cœur. Donc depuis le 1er janvier. Merci. Alors je ne sais pas s'il y a des questions ou des interventions sur ce sujet. Thierry. Oui, déjà merci pour cette présentation. On a délibéré il y a quelques semaines sur Coval d'Or au sujet de la mobilité. Et le touriste est un acteur ou un demandeur de mobilité. Est-ce que vous sentez aujourd'hui le besoin de développer sur le territoire? Parce que moi je pense qu'on a un grand retard par rapport à d'autres territoires. Alors c'est vrai que ça évolue, aujourd'hui on est vers des mobilités qui sont complètement différentes, ça va de la trottinette au vélo, peut-être demain au véhicule électrique partagé, j'en sais rien, mais comment vous voyez l'évolution de la demande de la mobilité touristique? Alors pour vous donner juste quelques chiffres pour étayer un peu ce que vous dites, on a eu en 2020 20 000 téléchargements de nos fiches de randonnée, les petites topofiches qui sont en téléchargement sur notre site web. Toutes les pages qui sont associées à la mobilité douce, au-delà de la randonnée, la mobilité douce, c'est la troisième demande la plus importante sur notre site web. Et à l'accueil, hors saison, c'est la première demande. Donc oui, effectivement, sur la mobilité, il y a vraiment... c'est une attente de la part des clientèles, à la fois sur la randonnée, qu'elle soit pédestre, équestre, vélo, oui, effectivement, sur les voies vertes, sur les vélos à assistance électrique, mais aussi sur le canoë. Donc on a édité là en début d'année un roadbook canoë en partenariat avec les professionnels de la destination pour permettre aux touristes ou aux habitants de partir en itinérance le long de la vallée de la Dordogne avec un canoë, avec le relais des prestataires sur la destination. Aujourd'hui, je pense que ce serait utopique de se dire qu'on peut venir chez nous sans avoir un véhicule, donc on ne le préconise pas parce qu'on aurait un effet, ça serait négatif, donc on préconise de venir avec un véhicule parce qu'on n'en est pas encore là. Par contre, l'idée c'est qu'une fois qu'on est sur la destination, qu'on puisse essayer d'éviter au maximum de se déplacer régulièrement avec le véhicule. Donc effectivement, on a des projets d'installation de vélos à assistance électrique. On a des prestataires, des professionnels qui déjà se sont installés. Donc sur Rocamadour notamment, il y a un projet sur Padirac. Enfin voilà, on travaille ce sujet, c'est incontournable. Je peux compléter, si vous le permettez, Président. Donc, au-delà, je dirais, aujourd'hui, des mobilités douces, ces moyens de locomotion auxquels on aurait dû penser, il y a plus de 20 ans, puisque quand j'étais encore anciennement DDE, quand on en parlait concernant donc, le département du Lot, on passait un petit peu pour, oui, du berlulu, quoi. Alors que certaines régions, enfin, moi qui ai beaucoup bourlingué au niveau national, c'est vrai qu'il y a déjà 30 ans, quand on allait sur Strasbourg, ils y ont pensé avant nous. Donc aujourd'hui, mobilité douce, oui, mais au-delà, comment mettons en place une politique pour les aménagements nécessaires? Parce qu'aujourd'hui, donc, vouloir mettre en place ce système-là, je crois qu'il se pratique déjà de lui-même. Moi, le dimanche matin, quand je vais faire mon tour de vélo, je trouve des familles entières qui sont sur des routes coupe-gorge, où je me demande comment, enfin,
Comment ils peuvent aller sur ces routes-là avec 3 gosses Aujourd'hui, voilà, ce qu'il nous manque aujourd'hui, c'est les aménagements nécessaires pour pouvoir mettre en place, je dirais, ces mobilités douces. Sur les périodes estivales, il y a peut-être des possibilités, mais je pense que ça va au-delà aujourd'hui, donc on parle tourisme, mais je pense que ça va au-delà aujourd'hui. C'est un moyen qui est en train de prendre forme. Est-ce qu'il va perdurer? Moi, je le crois. Ce qu'il faut travailler, c'est au niveau départemental, puisque les responsables, je dirais, en voirie départementale et nous autres sur les voiries communales, c'est penser. Donc aujourd'hui, j'habite à Louressac ou à Padirac, parce que ce que Camille nous a pas dit, c'est qu'il y a une réflexion qui est menée avec le maire de Padirac, qui veut aller à 100 à l'heure, mais on est obligé de ralentir un petit peu pour mettre certaines choses en place. Mais ce serait de dire, oui, j'habite Louressac, je vais aller au marché à Bretenoux, j'y vais en toute sécurité en vélo, ou à pied, ou à cheval, comme on veut, peu importe. Moi, mais voilà, aujourd'hui, c'est ce que la réflexion, elle est là, et le travail, il est surtout là. Je pense qu'il y a de gros défis devant nous en matière de tourisme, parce que clairement c'est un champ qui est extrêmement compétitif et puis c'est un pilier économique pour le territoire, il ne faut pas l'oublier. Alors c'est vrai qu'on a tendance à considérer que le tout-tourisme ou le tourisme à l'excès, à outrance, ça peut être un problème. Moi je le vois dans des villes comme Martel d'ailleurs, où on subit, c'est vrai, une surfréquentation, en tout cas une hypersaisonnalité très forte, mais il n'empêche que c'est un pilier économique fondamental. Et pas seulement parce que c'est aussi un moyen d'attirer des populations à nous et je pense de capter aussi des habitants et donc de la démographie à l'année. Mais ce qui est clair, c'est que les logiques sociales et socioculturelles changeant, il va y avoir dans les années qui viennent un tournant à prendre et la compétition sera certainement forte d'ailleurs entre les territoires français qui ont comme nous à proposer des espaces ouverts, des paysages, des campagnes, des jolis villages. Il y en a d'autres, on n'est pas les seuls. Et donc je pense qu'il y aura un défi concernant la réhumanisation de ce qu'on propose. On sait qu'on a fait une étape ces dernières années de digitalisation parce qu'on a tous pensé, et sans doute à juste titre, que le tourisme de demain allait passer par là. Et c'est sans doute vrai, sauf qu'on s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas que ça, et c'est pas que les bornes tactiles. Et finalement, ce que demande le tourisme, c'est aussi de l'humain. Et donc, comment est-ce qu'en continuant à travailler avec ça, on va réussir à mettre aussi de l'humain dans notre façon de traiter les touristes et de leur permettre d'appréhender notre territoire. Donc, il y a une vraie question de la réhumanisation, peut-être à côté de laquelle on était un peu passé ces dernières années. Et puis, il y aura bien sûr la question du produit, c'est ce que j'avais dit à l'Office de tourisme, c'est-à-dire qu'on a su créer une marque, et grand bien nous a fait, cette marque Vallée de la Dordogne, mais derrière la marque, il faut qu'il y ait un produit. Parce que la seule marque, ça ne marche pas. Alors avec la marque, on fait du marketing, on vend des slogans, mais il faut qu'on ait un produit, et ce produit, il reste à construire. Et ça, c'est le travail de fond qu'on doit mener, nous, sur le territoire, avec les prestataires, évidemment, du tourisme, et avec le monde du privé, mais pas seulement. C'est aussi un travail de mise en réseau des sites patrimoniaux, c'est un travail d'appropriation de ce que nous sommes en termes de culture, d'histoire, par nos habitants et par voilà, ceux qui ont des choses à vendre et ceux qui font de l'accueil touristique. Donc il y a un vrai travail de fond qu'il va falloir qu'on mène. On a au fond pas beaucoup de temps, parce que si on cherche à se différencier des autres territoires uniquement sur le tourisme vert ou sur le slow tourisme ou sur la nature et le VTT, évidemment on fera pas long feu. Donc il va falloir quand même armer notre offre et le travail qui est en train d'être mené me paraît à ce titre extrêmement pertinent, et je pense qu'il faut vraiment qu'on continue avec ça. La stratégie de communication de cette année, par exemple, sur les plages me paraît extrêmement intelligente, parce qu'elle est presque perturbante pour un touriste qui ne s'attend pas finalement à trouver des plages chez nous. Or, elles y sont, et c'est là qu'on la vit charnellement, la Dordogne. La Dordogne, et pas que la Dordogne, puisqu'on a cité aussi les plans d'eau et les lacs qui sont autour de nous, mais c'est là qu'on vit charnellement tout ça, et je crois qu'il faut amener les touristes à s'en rendre compte et à prendre ce plaisir-là qu'on a tous pris enfant. Même à Argentat, où l'eau est beaucoup plus froide, on a quand même... Surtout à Argentat. Voilà. Donc, félicitations en tout cas pour cette action. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou interventions. Oui, Dominique.
Oui, ce qui fait l'attractivité de la destination touristique Vallée de la Dordogne, donc c'est la Dordogne, c'est les sites, c'est les paysages, mais c'est aussi ce qu'on y trouve à boire et à manger. Et alors on a la chance d'avoir une gastronomie riche sur le territoire Vallée de la Dordogne, d'avoir des producteurs qui font d'excellents produits. Voilà. Alors après, si on fait le diagnostic au niveau alimentaire, c'est vrai qu'on a une marge de progression, je dirais. Hein, on trouve d'excellentes choses, mais on a aussi une certaine montée en gamme, je pense, à engager, de façon à ce que le touriste sur notre territoire en ait effectivement pour son argent, surtout pendant la pleine période touristique. Donc voilà, moi je formule un souhait, alors c'est déjà le cas, on va déjà, dans le cadre de notre projet alimentaire du territoire, travailler en étroite collaboration avec l'Office du tourisme, mais je souhaite vraiment que dans les prochains mois, on poursuive ce travail pour voilà, monter en gamme sur l'offre alimentaire pour les touristes, pour notre population aussi, parce qu'on a le droit aussi de bien manger le restant de l'année. Voilà, qu'on puisse travailler en étroite collaboration, réfléchir aussi à cette notion de marque Vallée de la Dordogne. Est-ce qu'elle s'applique aussi, est-ce qu'elle peut s'appliquer aux produits alimentaires, quelle charte, quelle démarche de qualité, quel engagement autour de toute la filière alimentaire, hein, les producteurs, les métiers de bouche, les restaurateurs. Voilà, vraiment travailler ensemble en étroite collaboration autour de notre projet alimentaire de territoire pour vraiment faire de l'alimentaire un argument de plus à l'attractivité de la destination. Si je me permets, Président, quand je parle j'ai parlé de marque tout à l'heure, tout ce qu'on est en train de dire, ça a déjà été listé au niveau de l'OT. On travaille aussi sur d'autres pistes, hein. On était au FIE l'autre jour, par rapport à une discussion qu'on avait eue ensemble aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Ce Dordogne, en fait de compte, a des atouts. Alors, c'est pas que la Dordogne, c'est tout ce qu'il y a autour. Une richesse économique qu'on doit exploiter, qu'on doit travailler. Et je pense que c'est à nous de faire cet effort-là. C'est tout. Tout à fait. En tout cas, Dominique, c'est bien noté. C'est vrai que je pense qu'il y a ce travail qui est de réflexion aujourd'hui à ce stade qui est mené, parce que c'est pas évident de savoir en fait qu'est-ce qu'on met en avant, surtout quand il s'agit des artisans de bouche. Alors c'est vrai que moi je partage ce sentiment. Je m'étonne toujours. On a d'excellents chocolatiers à Padirac ou à Miers, par exemple. Je prends au hasard. Mais comment on fait pour les mettre en avant, sans induire une compétition qui serait malsaine, mais il y a un travail à mener là-dessus. Et c'est vrai que le touriste qui vient dans un territoire, il a aussi envie de rencontrer ces gens-là, ces professionnels, des gens qui ont quelque chose à montrer, qui ont un savoir-faire un peu unique. C'est ça qu'on a envie de voir aussi. Donc, mais ça fait partie de cette humanité qu'il faut mettre aussi dans la démarche touristique. Donc en effet, on a besoin de rencontrer des gens aussi en chair et en os. Caroline ? Oui, j'avais 2 points. Le premier, c'est pour revenir sur les propos d'Antoine Pécaud. Donc oui, nous avons fait autour du maire de Padirac, André Andeleski, un groupe, puisque le gouffre de Padirac et la commune est engorgée de camping-cars. Bon, donc on a vraiment réfléchi avec Camille Chiez, avec le maire de Collonges-la-Rouge. Enfin, on a associé un petit groupe de travail. Et dès cette année, on va pouvoir mettre en place, comme à Rocamadour d'ailleurs, un prestataire pour au moins répondre à ce besoin localement. L'intérêt pour nous, ça serait bien sûr que ce sujet soit plus largement réfléchi, peut-être à l'occasion de projet de territoire, le PETR, enfin dans le groupe projet auquel je participe, on a évoqué ce sujet, voilà, parce que c'est une grosse réflexion, bien sûr que la voirie, tout est à réfléchir, mais comment coordonner ces prestataires, comment pouvoir développer cette activité sur notre territoire. Ça, c'est le premier point, parce que ce serait bien qu'on puisse s'en emparer, même si nous n'avons pas la compétence, bien sûr, mobilité, mais on peut participer à la réflexion. Le deuxième point, c'est cette marque Vallée de la Dordogne est internationalement connue, sans doute. Voilà, mais je me fais l'écho de Saint-Hermère qui sont là et qui habitent le COS.
je suppose que dans votre promotion, vous n'oubliez pas tous nos beaux villages cosnards, et nos petites vallées d'ailleurs, qui jalonnent le territoire et qui sont aussi à valoriser. Merci. Effectivement, oui, derrière la marque Vallée de la Dordogne, vous l'avez vu tout à l'heure sur la carte, hein, c'est l'ensemble de la destination qu'on valorise, de la Xainterie au nord jusqu'au Causse, dans toutes ses composantes, et on a une vraie richesse à valoriser, donc c'est dans toutes ces dimensions, oui, effectivement, et au-delà de la rivière. Hein. Y a-t-il d'autres questions ou interventions? Pas de questions. Écoutez, donc on vous libère. Camille, en vous remerciant pour cette présentation, on vous fera revenir. Alors Antoine, lui, reste avec nous. Et je propose qu'on refasse, on fera un point du coup peut-être en fin d'année, donc oui. Après la saison, évidemment, on fera un nouveau point d'étape, et le faire peut-être régulièrement pour que nous soyons tenus informés à la fois des évolutions stratégiques. Tu veux... 2 secondes, juste pour finir le sujet. On s'est engagé donc avec Camille, notre nouvelle directrice, à travailler autrement. Je critique pas ce qui a été fait avant, ça a été bien fait avec ces méthodes qui étaient donc appliquées. Donc, quand tu parles d'humain, c'est vrai qu'on essaie de remettre de l'humain. Je dirais qu'on n'est pas en campagne, mais ça y ressemblerait presque, Camille, parce qu'on s'aperçoit que, oui, il y a 2-3 jours par semaine. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être en vacances, comme je vis tous les jours, mais il y a une attente. Je pense que ça permet aussi de corriger certains problèmes. Et ce côté humain sur nos territoires, il ne faut pas l'oublier. Voilà, je te rejoins tout à fait. Donc on est à peu près, je crois, 35 communes visitées, presque autant de professionnels, mais bon, sur 141, on est encore loin. On a encore du voyage. Et peut-être juste vous dire qu'effectivement, moi je suis à votre disposition si vous avez besoin d'aller un peu plus loin sur certains sujets. Vous devez recevoir nos newsletters avec des sujets quasi toutes les 2-3 semaines. Vous allez bientôt recevoir d'ailleurs une invitation à un webinaire où on vous présentera en ligne notre stratégie de communication 2021. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée c'est de pouvoir vous présenter d'aller un petit peu plus loin avec notre responsable promotion et notre responsable digital, tout le détail de la campagne de communication 2021. Très bien, voilà, que chacun soit certain que, en tout cas, l'Office de tourisme, c'est notre outil à nous de promotion du territoire, et donc ne pas hésiter à revenir vers Antoine ou vers Camille pour plus d'informations si nécessaire. Voilà. Mais de toute façon, je prends l'engagement de vous faire revenir moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors le point suivant donc, concerne le classement en catégorie 1 de l'Office de tourisme, justement. Donc là, je vais peut-être passer la parole à Jean-Claude. Oui, bonsoir à tous. Oui, le classement, les offices de tourisme, ça a été, doivent demander à être classés, et c'est le PFI qui le demande demande le classement en catégorie auprès de la préfecture, si je ne me trompe pas, c'est ça. Hein. Voilà, donc il faut qu'on vote pour demander le renouvellement du classement en catégorie 1 de l'Office de tourisme Causse Vallée de la Dordogne. Voilà, c'est une démarche volontaire facultative, mais qui permet en effet de garantir en fait la confiance que nous accordent les touristes qui viennent sur le territoire, et puis c'est aussi une reconnaissance du professionnalisme de l'Office de tourisme, donc c'est important. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet. Pas de questions, donc je soumets au vote. Juste 2 mots, toujours président. Oui, pardon. C'est vrai que j'ai mis de long mois pour avoir la parole. Donc maintenant, je t'en parle un peu plus, oui. Donc, oui, l'OT s'est engagé dans une démarche de qualité rigoureuse, je dirais, grâce à cela, au classement 1. La destination de la Dordogne, elle est certifiée marque de qualité depuis 2016, ce qui a été un tournant aussi. Ce qui correspond, je dirais, au niveau de l'accueil, c'est l'excellence par rapport à la clientèle tourisme. Je dis bien de l'excellence. Nous avons de nombreux engagements à tenir auprès des équipes en interne, en externe, auprès des élus, des professionnels, des partenaires institutionnels et bien évidemment de notre population. Nos bureaux d'accueil, ce sont de véritables vitrines par rapport à la destination. C'est là où je voulais en venir, c'est pour ça que j'ai pris la parole, parce qu'il me faut attaquer un peu notre président. Aujourd'hui, donc, nos OT par rapport donc, au classement 1, nos bureaux doivent correspondre à un certain niveau.
Je dirais que Carénac a été refait, Rocamadour est en train d'être refait, Collonges est en train, et Martel, que je ne connaissais pas. Alors j'ai découvert Collonges, puisqu'on n'a toujours pas donc attaqué les travaux, hein, on est toujours sur le projet. Donc Collonges, oui, c'est inadmissible, et je dirais ça va nous pénaliser pour la catégorie E. Et Martel, donc que je découvre 30 000, où je découvre 30 000 visiteurs. C'est vrai que je pensais que, mais pas autant. Troisième, donc le bureau le plus fréquenté. Et aujourd'hui, dans des locaux, pas d'accessibilité, pas de sanitaire, rien. Enfin, voilà. Donc, on a quand même réussi à trouver une toute petite solution en attente de quelque chose qui se fera, je l'espère, demain, pour garder, je dirais, ce niveau de catégorie 1. Hein. Donc, Raphaël m'a voté un peu en touche, je le comprends. Hein. Bon, nouveau président, moi, c'est pas à Raphaël que je m'adresse, c'est à vous. Donc, je pense que dans les années à venir, il faudra qu'on pense à autre chose sur Martel. Voilà. C'est pour ça que je voulais pas te donner la parole, tu vois. Je savais que non, mais voilà, je l'ai prise. Il faut être clair avec les gens, mais c'est pas, voilà. Non, mais c'est pas Raphaël qui m'a demandé, c'est moi qui ai constaté. J'ai découvert donc aujourd'hui, oui, il y a, je dirais, 2 bureaux. Hein, celui actuellement sur Collonges, c'est pareil. Voilà, il y a 3 marches pour descendre. Enfin, on ne peut pas travailler, je dirais, de ces manières-là. Et alors, celui que j'ai découvert à Martel, excusez-moi, monsieur le maire et monsieur le président, oui, tout, mais je ne voyais pas ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'est les conditions qui... voilà. Donc, excuse-moi d'avoir pris la parole avant, mais je tenais quand même à le dire. Donc, voilà. Moi, je vous demande donc de voter pour ce classement, qui pour nous est un label indéniable, hein, pour la continuité, je dirais, de l'excellence sur notre territoire. Voilà. Je vous demande de voter. merci Antoine. Alors, s'il n'y a pas de questions, je propose qu'on ouvre le scrutin. On passe au vote. Voilà, c'est bon. Le scrutin est ouvert. Donc, pour solliciter le renouvellement du classement de l'Office de tourisme en catégorie 1. Tout le monde s'est abstenu. On refait. Ah bah, qu'est-ce que tu dis? C'est bon? Ouais. Allez, c'est parti. À demain. Merci Camille. Le scrutin est clos. Alors, donc évidemment, comme chacun sait, l'année 2020 a été désastreuse pour le trafic aérien. À 2023. Cette feuille de route donc, est fixée par une convention d'objectifs pour 5 ans. Courant 2020, compte tenu des incertitudes sanitaires, le syndicat a mis en attente des investissements et notamment l'extension des parkings qui était prévue. L'année 2021 est donc une année de reprise du trafic. Paris-Orly, 2 vols, aller-retour par jour depuis le 17 mai. Porto réouvre donc dès le 4 juin, Londres dès le 16 juin et Ajaccio dès le 26 juin. Donc on retrouve nos destinations habituelles à partir du mois de ce mois-là, du mois de juin. Les orientations donc, nouvelles qui sont prises sont les suivantes. Donc, d'abord, retravailler la rédaction des obligations de service public, les OSP, pour la ligne Brive-Paris qui pèseront donc, sur le prochain opérateur.
Le contrat actuel avec Amelia s'achève le 4 janvier 2022. Donc on est lié par ce contrat jusqu'en 2022, mais on peut déjà commencer à réécrire le cahier des charges, si vous voulez, pour le futur opérateur qu'on retiendra après 2022. Réaliser d'autre part des investissements structurants sur le site, donc terrassement pour respect de certaines normes européennes, construction d'un bâtiment d'affaires, extension du parking qui était prévu, lancement d'études d'opportunité pour la zone d'activité également. Alors, il faut savoir que j'ai moi-même sollicité donc, le maire de Brive, président de l'Aglo, pour réfléchir ensemble à l'aménagement de la zone d'activité autour de cet aéroport, puisqu'on est à cheval sur les 2 départements. Voilà, et donc ils sont revenus d'ailleurs vers nous récemment, le directeur général des services de l'Aglo en particulier, et donc ils sont très intéressés parce qu'en fait Brive aujourd'hui se prépare avec les lois sur l'urbanisme en vigueur, se prépare à faire face à une pénurie de terrains constructibles et en fait à une limitation de son développement dans la petite couronne. Et donc il est clair qu'ils vont devoir réfléchir à des aménagements différents et la perception il se peut qu'on puisse travailler intelligemment à un aménagement commun de cette zone d'activité qui pourrait intéresser les 2 partenaires. Donc il y a aujourd'hui une ouverture voilà, qui sera soumise, je pense, à des réflexions plus concrètes prochainement à la commission ad hoc, et donc un travail de partenariat potentiel. Après, il y a des modifications donc, qui sont dans cet avenant qui concernent les objectifs stratégiques de développement prévus à la Convention, alors notamment la suppression de la ligne Brive-Lyon. Alors la ligne Brive-Lyon, vous savez qu'elle avait été créée parce qu'il y avait un hub international à Lyon, et donc la ligne Brive-Lyon devait permettre qu'on aille prendre à Lyon un autre avion pour une destination internationale, sauf que en fait cette ligne n'a pas fonctionné, n'a pas bien fonctionné, donc il est proposé de la supprimer. Et une autre création de ligne est à l'étude. Aujourd'hui on n'a pas encore le résultat, mais il y aurait une autre création qui serait à l'étude pour la remplacer. Possibilité de dépasser les 3% d'annulation de vols par an également, si les conditions sanitaires, et exclusivement sanitaires, restreignent les déplacements, c'est-à-dire qu'on entérinerait donc par cet avenant les modifications qui se sont passées en 2020. Et évidemment, on envisage en tout cas le risque d'une nouvelle crise sanitaire qui pourrait continuer. Donc voilà. Donc moi je vous propose de donner un avis favorable à ce projet d'avenant numéro 1. Mais la parole est à la salle, si vous avez des questions. Guillaume. Merci Président. Juste une question très simple. Quand j'étais au département, je suivais ce dossier avec beaucoup d'attention, et il était dans les tuyaux un projet qui devait permettre à l'aéroport de se développer, notamment pour les atterrissages en plein hiver, parce que je sais qu'il y avait des grosses difficultés dès lors qu'il y avait du brouillard, et les vols étaient détournés sur les aéroports voisins. J'aurais aimé savoir si cet investissement avait été fait, et si c'était toujours en projet ou pas. Les informations que j'avais, ça concernait principalement le fret qui devait être détourné de Bordeaux et de Toulouse. Et c'est vrai que pour les... C'était pas que le fret, parce que moi j'ai fait partie des concernés, on était détournés au dernier moment sur Aurillac, sur Bordeaux, sur Toulouse. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très problématique pour le territoire, parce qu'un aéroport qui fonctionne que par beau temps, c'est pas un aéroport, quoi. C'était quel investissement qui était prêt? Tu fais référence à quel investissement? Alors, je ne vais pas être très technique là dans mes termes, mais grosso modo, c'est des sortes de radars qui permettent d'atterrir même par temps de brouillard. Voilà. Moi, non. J'ignore complètement si cet investissement a été réalisé. Ça remonte à quand, ça? C'était... Il y a 2 ans, 2-3 ans. Christian, peut-être. Si on peut répondre. C'est un dossier effectivement qui a été soulevé par les Notois, il y avait Gilles avec moi d'ailleurs quand on l'avait soulevé, pour expliquer que se détourner chaque fois et puis pas savoir si on allait revenir ou atterrir, c'était un gros souci. Ils n'ont pas priorisé au conseil d'administration les frais que ça engageait pour le faire.
C'est assez simple, puisque on peut le faire, mais ça coûte, je ne me rappelle pas, Gilles, ce que ça coûtait, mais ça coûte quelques millions d'euros. Mais c'est vrai que si on veut le sécuriser, eh bien, il faut faire ces investissements, et ces investissements, ils avaient été décalés. Mais c'est effectivement peut-être quelque chose d'intéressant à remettre sur la table si l'aéroport se met à fonctionner normalement. Ben, du coup, moi je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment faire remonter, parce que pour le territoire, ça me semble vraiment bloquant, avec les liaisons directes entre Paris et chez nous. Je pense que si on peut avoir un aéroport qui fonctionne, même l'hiver, ça serait quand même une bonne chose, quoi. C'est sûr que c'est un vrai problème. Oui, Gilles? Oui, c'est essentiel, hein, puisque nous avons perdu énormément de clientèle à cause de ça. Je me rappelle la présidente du groupe de Padirac, les remontées qu'elle a fait valoir. Il faut savoir que tout le côté cadurcien qui venait, parce que c'est pratique, et bien aujourd'hui il est reparti pour la plupart sur Toulouse, quoi. Donc c'est au-delà, c'est aussi l'avenir de cet aéroport et surtout la viabilité de cet aéroport. Parce que les 3% que vous préconisez qu'on passe au-delà, ils étaient déjà malheureusement dépassés. Moi j'ai participé à faire le choix de la compagnie aérienne qu'il avait, et ça a toujours été le débat. Mais quand vous n'avez qu'une seule compagnie, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est compliqué, quoi. Donc aujourd'hui on est un peu tributaire de tout cela. Mais c'est vrai que l'aménagement de radars qui permettent d'atterrir à n'importe quel temps, ben, c'est une charge, et c'est une charge nécessaire qui sera obligée d'être faite, sinon la viabilité de cet aéroport stagnera, quoi. C'est certain. On a besoin de ça. Après, il y a l'aménagement autour de l'aéroport qui est important aussi, il faut le savoir, hein, puisqu'il y a des zones d'activité qui, enfin, je ne sais pas si ça a changé, mais c'était bien prévu comme ça, où le syndicat participait à la création d'une zone d'activité autour de l'aéroport du côté corrézien, quoi. Il faut quand même là aussi être un peu vigilant. Voilà. En fait, c'est ça. Là, j'ai la liste donc la prospective financière prévisionnelle avec les investissements donc pour 2021. Donc évidemment la poursuite du financement de la ligne sous OSP Brive-Paris pour un montant de 1 300 000 €. Le maintien de l'enveloppe réservée au développement des lignes aériennes portées par la régie au travers de la subvention versée à cette dernière pour un montant de subvention de 1 550 000 €, donc maintien des lignes aériennes. Les investissements donc relatifs à les études d'opportunité de la zone d'activité, 50 000 €, de l'unité photovoltaïque, 10 000 €, les études du parking aviation commerciale pour un montant de 15 000 €, le comblement des talus de la piste pour un montant de 800 000 €, l'extension du parking automobile visiteur P2 pour un montant de 100 000 €, la réalisation d'un aménagement d'affaires en faveur notamment de l'aviation d'affaires avec salon d'accueil, salle de réception, réunions mutualisées, taxiway, etc., qui s'étalerait sur 2 années, dont 500 000 € hors taxes seraient programmés en 2021. Donc aujourd'hui, voilà les investissements qui sont prévus au budget 2021. Après, voilà, il est clair que la sortie de la crise sanitaire et l'échéance de 2022 avec le renouvellement de l'opérateur ne nous permet pas de lancer des gros investissements comme celui-là avant. Et évidemment, il faut d'abord qu'on ait un engagement sur 5 ans et qu'on sache avec quel opérateur on s'engage, en sachant que ce ne sera sans doute pas le même. Donc, puisque c'est vrai qu'il y a eu des dysfonctionnements et pas mal de problématiques. Donc, mais derrière, à partir de 2022, on peut espérer en effet porter cette demande à nouveau auprès du syndicat. Voilà. Bon, juste une information. Oui, André. Le système automatique s'appelle un ILS. C'est coûteux. C'est très intéressant pour des zones qui sont constamment dans le brouillard, parce que effectivement les pilotes, tels que je le suis, on aime bien les ILS quand on a la qualification, quand on est professionnel. Quand on est amateur, c'est beaucoup plus difficile à obtenir. Par contre, ça ne se justifie que pour des aéroports dont le trafic est important. Cela étant, quand je vois le montant des investissements que vous voulez faire autour pour justifier d'une activité, c'est le pendant indispensable. Thierry.
Oui, je complète, pas dans la version technique, mais dans la version commerciale, on va dire. On a sur le territoire du tourisme d'affaires qui se détourne de cet aéroport, qui s'est détourné de cet aéroport, comme ça a été dit dans plusieurs des commentaires précédents, pour deux raisons. La question de la régularité des atterrissages sur notre aéroport, et la seconde, en termes de coût. Et quand vous pesez les deux, je me souviens de rencontres que nous avions fait au CEA Gramma, à ITHPP Ategra, ou avec d'autres personnes qui sont amenées à prendre régulièrement les avions pour leur travail, qui ont besoin d'une régularité quand même assez certaine. Ils nous disent, écoutez, moi en 1h30 je suis à Blagnac, je sais qu'une heure et demie après je serai ou rentré ou parti, je vais payer moins cher. Donc il faut absolument pouvoir faire évoluer cette régularité, et si elle y est, après le coût restera toujours un peu plus élevé, mais ça c'est important. Donc cette réflexion qui était sortie depuis maintenant de nombreuses années sur les équipements pour l'atterrissage en temps de brouillard, il faut vraiment que le syndicat mixte la reprenne et vite, parce qu'il faut pouvoir retrouver de la part de marché du côté de ce tourisme-là. Très bien. Donc, je propose, s'il n'y a plus d'intervention, de passer au vote sur cet avenant. Voilà, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Oui. Hervé, d'accord. Ah oui. Hervé Garnier s'est trompé. Pas de souci. Allez, le point numéro 3 donc, concerne l'urbanisme avec l'approbation de la première modification du SCOT. André, tu veux en dire deux mots? Je vais en dire deux mots. Merci, Président. Nous vous présentons aujourd'hui l'approbation de la première modification du SCOT. En effet, cette première modification fait suite à un contentieux contre la délibération d'approbation du SCOT en date du 16 janvier 2018. Dans ce contentieux, les requérants souhaitaient supprimer la mention de la voie d'avenir et le tracé T3 qui en découlait. En juillet 2020, nous avons eu la décision du tribunal administratif de Toulouse qui nous a précisé que nous pouvions légitimement faire mention de la voie d'avenir en tant qu'infrastructure de désenclavement de l'est du territoire, mais qu'il nous fallait supprimer le tracé T3 qui a été annulé. Pour rappel, le tracé T3 et notamment la déclaration d'utilité publique qui a validé ce tracé a été annulée par décision du tribunal administratif en août 2020. Les requérants qui ont fait annuler la DUP et le tracé T3 ont donc fait un contentieux contre le SCOT pour faire supprimer le tracé du dossier. C'est l'objectif de la modification du SCOT. Nous avons modifié 3 cartographies qui mentionnaient le tracé T3 afin de supprimer le T3 et de le remplacer par un tracé de principe rectiligne. Ce